Notre cerveau est constitué de minuscules cellules nerveuses appelées neurones qui se ramifient et se connectent les unes aux autres pour former un réseau neuronal. À chaque point de connexion, les pensées et les émotions sont incubées et stockées de manière holographique par la mémoire associative. Cela signifie que toutes les idées, pensées, sentiments et souvenirs sont interconnectés et ont des relations possibles les uns avec les autres. Par exemple, le concept de maternité est stocké dans tous nos réseaux neuronaux, mais le concept de chaque individu est construit à partir de son propre amalgame unique d'idées, d'émotions et d'expériences passées. Certaines personnes peuvent avoir une maternité liée à l'amour inconditionnel et au pardon, de sorte que lorsqu'elles pensent à celle-ci, elles ressentent des souvenirs ou des sentiments de bonheur et d'acceptation. D'autres personnes peuvent avoir une maternité liée à la déception et au ridicule, de sorte que lorsqu'elles y pensent, elles ressentent des souvenirs ou des sentiments de rejet et de dépression. Nous construisons tous nos propres réseaux neuronaux sur la base de nos propres expériences subjectives, de la façon dont nous percevons et de ce que nous croyons. Le Dr Joe Dispenza écrit « Ce que nous faisons en fin de compte, c'est de nous raconter une histoire sur ce qu'est le monde extérieur. Toute information que nous traitons, toute information que nous recevons de l'environnement est toujours colorée par les expériences que nous avons vécues et une réponse émotionnelle que nous avons à ce que nous apportons. Qui est aux commandes lorsque nous contrôlons nos émotions ou que nous réagissons à celles-ci? Nous savons physiologiquement que les cellules nerveuses qui agissent ensemble s'interconnectent. Si vous pratiquez quelque chose encore et encore, ces cellules nerveuses auront une relation à long terme. Si vous vous mettez en colère tous les jours, et si vous êtes frustré tous les jours, si vous souffrez tous les jours, si vous donnez une raison à la victimisation de votre vie, vous interconnecterez et réintégrerez ce réseau neuronal tous les jours. Et celui-ci a maintenant une relation à long terme avec toutes ces autres cellules nerveuses appelées identités. Nous savons également que les cellules nerveuses qui n'agissent pas ensemble ne s'interconnectent plus. Elles perdent leur relation à long terme parce que chaque fois que nous interrompons le processus de pensée qui produit une réponse chimique dans le corps, chaque fois que nous le stoppons, ces cellules nerveuses qui sont reliées entre elles commencent à rompre la relation à long terme. À l'intérieur de notre cerveau, l'hypothalamus agit comme une minuscule usine qui assemble diverses substances chimiques appelées peptides, des séquences d'acides aminés en petites chaînes qui correspondent aux différentes émotions que nous éprouvons. Il existe littéralement des combinaisons chimiques pour la tristesse, des combinaisons chimiques pour la colère, des combinaisons chimiques pour la peur et des combinaisons chimiques pour l'amour. Il existe des combinaisons chimiques qui correspondent à chaque état émotionnel que nous vivons. Ainsi, dès que nous ressentons de la colère, l'hypothalamus assemble immédiatement un neuropeptide ou une neurohormone complémentaire et le libère dans le sang par l'intermédiaire de l'hypophyse. Une fois dans la circulation sanguine, les peptides ou hormones se frayent un chemin à travers le corps et nous commençons à développer des relations à long terme entre les pensées et les émotions et notre biochimie physique. Candace Pert, ancienne responsable de la biochimie du cerveau à l'Institut national de la santé mentale, pense que la séparation du corps et de l'esprit est également une illusion. Elle et ses collègues ont découvert que des neuropeptides que l'on croyait n'exister que dans le cerveau se retrouvent dans tout le corps. Les neuropeptides sont connus pour être importants dans le flux de l'activité électrique, ce qui entraîne la transmission de signaux électriques d'un neurone à l'autre lorsque l'activité émotionnelle est en cours. On pense donc qu'il s'agit de molécules messagères qui transportent littéralement des informations vers le cerveau. Les trouver dans tout le corps suggère que l'esprit est présent dans tout le corps et que les émotions sont les liens entre la matière et l'esprit. Le docteur Joseph Carver écrit « Les pensées changent la chimie du cerveau. Cela semble si simple, mais c'est ainsi. Nos pensées changent les neurotransmetteurs au quotidien. Si un homme entre dans une pièce avec une arme à feu, nous pensons menace, et le cerveau libère de la noradrénaline. Nous devenons tendus, alertes, nous avons les paumes des mains moites et notre cœur bat plus vite. S'il mord ensuite le canon de l'arme, nous disant que l'arme est en fait en chocolat, le cerveau change rapidement d'avis, et nous nous détendons et rions. La plaisanterie est sur nous. Nous ressentons ce que nous pensons. La pensée positive fonctionne. Comme le suggère l'exemple ci-dessus, ce que nous pensons d'une situation crée en fait notre humeur. Mis à l'écart d'une promotion, nous pouvons soit penser que nous n'avancerons jamais dans ce travail, ce qui fait baisser la sérotonine et nous rend dépressifs, soit supposer que nous sommes retenus pour une autre promotion ou un transfert de poste, ce qui améliore l'humeur.
Chaque cellule de l'organisme possède des milliers de récepteurs de peptides dispersés à sa surface. Lorsqu'un peptide pénètre dans un récepteur, il envoie un signal à la cellule qui modifie en fait sa composition physique et chimique. Si nous bombardons constamment nos cellules avec les mêmes attitudes, émotions et croyances négatives, notre biochimie s'adapte en créant davantage de sites récepteurs pour ces peptides particuliers. Cela laisse moins de récepteurs pour les éléments essentiels comme les nutriments, les vitamines, les minéraux, les échanges de fluides, la désintoxication et par conséquent, nous commençons à devenir physiquement et chimiquement dépendants de peptides produits par nos émotions négatives. Dr. Joe Dispenza dit « Nous nous inventons des situations qui satisferont la demande biochimique des cellules de notre corps en créant des contextes qui répondent à nos besoins chimiques. » Et le toxicomane aura toujours besoin d'un peu plus pour obtenir un rush ou un high de ce qu'il recherche chimiquement. Ma définition signifie donc que si vous ne pouvez pas contrôler votre état émotionnel, vous en devenez dépendant. C'est biochimique. Pensez à cela. L'héroïne utilise les mêmes mécanismes de récepteurs sur les cellules que nos substances chimiques émotionnelles. Il est donc facile de voir que si nous pouvons être dépendants de l'héroïne, nous pouvons être dépendants de n'importe quel peptide neural, de n'importe quelle émotion. Tout comme les addicts à la drogue, les gens deviennent souvent physiquement et chimiquement en demande, étant dépendants de divers états négatifs tels que la dépression, la victimisation, la frustration ou la jalousie. Avec le temps, nous avons besoin de plus de peptides dont nous dépendons et nous créons ainsi des drames répétitifs dans notre vie afin de recevoir notre prochaine dose. Lorsque ce comportement se poursuit et que nos cellules malsaines se divisent, elles créent une progéniture malade avec plus de récepteurs pour les neuropeptides, moins de récepteurs pour les nutriments essentiels et deviennent incapables de continuer à produire correctement des protéines. Jay-Z Knight dit « Aujourd'hui, tout vieillissement est le résultat d'une mauvaise production de protéines. Que se passe-t-il lorsque nous vieillissons? Notre peau perd de son élasticité. Eh bien, l'élastine est une protéine. Qu'arrive-t-il à nos enzymes? Nous ne digérons pas aussi bien. Qu'arrive-t-il à notre liquide synovial? Ce sont des protéines qui deviennent fragiles et rigides. Qu'arrive-t-il à nos os? Ils deviennent minces. Donc, tout vieillissement est le résultat d'une mauvaise production de protéines. La question se pose alors, la nutrition a-t-elle vraiment un effet si la cellule n'a même pas les sites récepteurs après des années d'abus émotionnels pour recevoir ou laisser entrer les nutriments nécessaires à sa santé? Nous voyons ici une fois de plus comment les pensées, les émotions, les croyances négatives, en particulier des schémas habituels, conduisent à des maladies physiques et à la dégénérescence. Mais à l'inverse, vivre avec des pensées, émotions, croyances positives, qui affirment la vie et ne la limitent pas, conduit à la santé physique, au bien-être et même à des capacités surnaturelles miraculeuses. Une de ces capacités de l'esprit sur la matière est connue sous le nom d'inédia, ou breatharianism. Alors que les personnes normales meurent après quelques mois sans nourriture ou quelques jours sans eau, les personnes qui pratiquent l'inédia vivent pendant des années sans ni l'un ni l'autre. Par exemple, une chrétienne pieuse du nom de Thérèse Neumann n'a ni mangé ni bu pendant 35 ans. En 1923, elle a commencé à ne boire que des liquides et en 1927, elle a tout arrêté. Sous l'œil attentif d'un médecin et de 4 infirmières franciscaines, elle a été surveillée 24 heures sur 24, et il a été confirmé qu'elle n'a ni mangé ni bu pendant 2 semaines sans aucun effet néfaste, déshydratation ou perte de poids. Michael Talbot écrit « Lorsque l'évêque local de Ratisbonne a appris l'existence du jeûne de Neumann, il a envoyé une commission chez elle pour enquête. Du 14 juillet 1927 au 29 juillet 1927, sous la supervision d'un médecin nommé Seidel, 4 infirmières franciscaines examinèrent chacun de ses mouvements. Elles l'observaient jour et nuit, et l'eau qu'elle utilisait pour se laver et se rincer la bouche était soigneusement mesurée et pesée. Les sœurs ont découvert plusieurs choses inhabituelles chez Neumann. Elle n'allait jamais aux toilettes, même après une période de 6 semaines, elle n'avait fait qu'une selle, et ses excréments, examinés par le docteur Reismans, ne contenaient qu'une petite quantité de mucus et de bile, mais aucune trace de nourriture. Elle ne présentait également aucun signe de déshydratation, même si l'homme moyen expulse environ 400 grammes d'eau par jour dans l'air qu'il respire et une quantité équivalente par les pores. Et son poids resta constant.
À la fin de l'enquête, le docteur Seidel et les sœurs étaient totalement convaincus que Neumann n'avait rien mangé ni bu pendant les 14 jours. Le test semble concluant, car si le corps humain peut survivre 2 semaines sans nourriture, il peut rarement survivre la moitié de ce temps sans eau. Pourtant, ce n'était rien pour Neumann. Elle n'a rien mangé ni bu pendant les 35 années suivantes. Janist Ira Rattan-Manek affirme n'avoir rien mangé depuis 1995. Il a été étudié dans des conditions contrôlées par des équipes de scientifiques et de médecins à de nombreuses reprises et n'a jamais été observé en train de manger ou de boire. Une fois, il a passé 211 jours sous surveillance attentive, une autre fois 411 jours. Plus impressionnant encore, Sadhu Prahlad Jani, un Indien de 81 ans, affirme n'avoir rien mangé ni bu depuis 70 ans. Il a également été soigneusement surveillé par des professionnels de la santé pendant des semaines, sous un système de vidéosurveillance 24 heures sur 24, et n'a pas mangé, bu, uriné ou déféqué. De nombreux autres exemples d'inédits documentés se trouvent dans le livre d'Herbert Thurston, The Physical Phenomenon of Mysticism. Michael Talbot écrit encore. Dans les années 1970, Jack Schwartz, un auteur et conférencier né aux Pays-Bas, a stupéfié les chercheurs des laboratoires de tous les États-Unis par sa capacité à contrôler délibérément les processus biologiques internes de son corps. Dans des études menées à la Fondation Menninger, à l'Institut neuropsychiatrique Langley Porter de l'Université de Californie et dans d'autres établissements, Schwartz a étonné les médecins en enfonçant des aiguilles à coudre les voiles de 6 pouces dans ses bras, sans saigner, sans broncher et sans produire d'ondes cérébrales bêta, le type d'onde cérébrale normalement produite lorsqu'une personne souffre. Même lorsque les aiguilles ont été retirées, Schwartz ne saignait toujours pas et les trous de ponction se sont bien refermés. De plus, Schwartz modifiait à volonté le rythme de ses ondes cérébrales. Il maintenait des cigarettes brûlantes contre sa chair sans se blesser. Et il transportait même des charbons ardents dans ses mains. Il prétend avoir acquis ces capacités lorsqu'il était dans un camp de concentration, où il a dû apprendre comment contrôler la douleur afin de supporter les terribles traitements qu'il a subis. Il croit que chacun peut apprendre à contrôler volontairement son corps et ainsi devenir responsable de sa propre santé. En 1947, lors de représentations publiques au Théâtre Corso de Zurich, Mirin Dajo a surpris le public avec ses piercings extrêmes. Dajo demandait à un assistant de lui planter une épée d'escrime entièrement dans l'abdomen, perçant inévitablement les organes vitaux, mais ne lui causant aucune douleur ou blessure durable. Lorsque l'épée lui a été retirée, il n'a pas saigné et n'avait que 2 petits points rouges au point d'entrée et de sortie. Les performances de Dajo étaient si déchirantes et si éprouvantes pour les nerfs qu'un spectateur a même eu une crise cardiaque pendant qu'il regardait. Ayant suscité l'intérêt d'un médecin suisse du nom de Hans Nägeli Osjord, Dajo a été invité en Suisse pour faire étudier ses capacités dans des conditions de laboratoire. Devant un groupe de médecins et de journalistes, Dajo a demandé à son assistant de le poignarder avec une épée en acier et, comme toujours, il n'a pas saigné ni même bronché. Il est ensuite monté calmement avec les médecins pour passer sa radiographie qui a indéniablement prouvé qu'il n'y avait pas eu de supercherie et qu'il avait bien été empalé. Dajo a ensuite été testé une nouvelle fois par des scientifiques à Bâle et leur a permis de le poignarder personnellement. Il a même insisté pour qu'il le traite brutalement et a couru sur plusieurs pâtés de maison pendant qu'il était empalé pour montrer sa tolérance à la douleur. Les histoires de Mirin Dajo et de Jack Schwartz sont certes étonnantes, mais loin d'être uniques. Les kahunas hawaïens, les yogis indiens, les chamans africains et d'autres se sont traditionnellement entraînés à contrôler leurs récepteurs de douleur afin d'effectuer des piercings extrêmes, de s'allonger sur des lits de clous et de marcher sur des charbons ardents. Le docteur Bruce Lipton écrit « Depuis des milliers d'années, des personnes de cultures et de religions différentes, originaires de toutes les régions du monde, pratiquent la marche sur le feu. Un récent record du monde Guinness de la plus longue marche sur le feu a été établi par la Canadienne Amanda Dennison, âgée de 23 ans, en juin 2005. Amanda a parcouru 200 pieds sur des charbons ardents à une température entre 1600 et 1800 degrés Fahrenheit. Amanda n'a pas sauté ni volé, ce qui signifie que ses pieds ont été en contact direct avec les charbons ardents pendant les 30 secondes qu'il lui a fallu pour effectuer cette marche.
De nombreuses personnes attribuent cette capacité à rester sans brûlure pendant une telle marche à des phénomènes paranormaux. En revanche, les physiciens suggèrent que le danger présumé est une illusion, affirmant que les braises ne sont pas de grands conducteurs de chaleur et que les pieds du marcheur ont un contact limité avec celle-ci. Pourtant, très peu de railleurs ont réellement retiré leurs chaussures et leurs chaussettes et traversé des charbons ardents, et aucun n'a égalé la prouesse des pieds d'Amanda. De plus, si les charbons sont vraiment aussi bénins que les physiciens le suggèrent, comment expliquent-ils les brûlures graves subies par un grand nombre de touristes accidentels sur leur chemin de feu? Pour la plupart des gens, la marche sur le feu leur brûlera les pieds. Les piercings extrêmes provoqueront de graves douleurs et saignements, et le jeûne sec prolongé entraînera une mort certaine, mais pour les personnes qui ont reprogrammé leur psychisme avec des croyances non limitatives, de tels exploits deviennent réalisables. Un autre exemple est celui de l'haltérophilie extrême. Les culturistes les plus forts peuvent soulever sans broncher environ 700-800 livres, 400-500 pour les femmes. Mais sous une pression psychologique intense, des personnes non entraînées et non sportives ont en fait soulevé plusieurs fois ce poids et l'ont maintenu pendant des minutes. Le Dr Bruce Lipton écrit « Pour sauver son fils piégé, Angela Cavallo a soulevé une Chevrolet 1964 et l'a maintenue pendant 5 minutes pendant que les voisins arrivaient, mettaient un cric en place et sauvaient son garçon inconscient. » De même, un ouvrier du bâtiment a soulevé un hélicoptère de 3000 livres qui s'était écrasé dans un fossé de drainage, piégeant son copain sous l'eau. Dans cet exploit filmé, l'homme a tenu l'appareil en l'air pendant que d'autres tiraient son ami dessous l'épave. Considérer ces exploits comme la conséquence d'une montée d'adrénaline est une erreur. Adrénaline ou pas, comment un homme ou une femme moyen, non entraîné, peut-il soulever et maintenir une demi-tonne ou plus pendant une durée prolongée? Ces histoires sont remarquables, car ni Madame Cavallo ni l'ouvrier de la construction n'auraient pu accomplir de tels actes d'une force surhumaine dans des circonstances normales. L'idée de soulever une voiture ou un hélicoptère est inimaginable, mais avec la vie de leur enfant ou de leur ami en jeu, ces personnes ont inconsciemment suspendu leurs croyances limitantes et ont concentré leur intention sur la croyance la plus importante à ce moment: « Je dois sauver cette vie ».